Oui, bonjour tout le monde. Madame la ministre de l'Enseignement supérieur, Monsieur le recteur de l'Université de Montréal, Monsieur le recteur de l'Université Saint-Joseph de Beyrouth, Monsieur le président directeur général de Logique, les Offices jeunesse internationaux du Québec, chers panélistes, mesdames et messieurs, mon nom est Ibrahim Boudarbat, je suis professeur titulaire à l'École de relations industrielles de l'Université de Montréal. Je suis également directeur de l'Observatoire de la francophonie économique qui organise l'événement d'aujourd'hui. Cet événement s'inscrit dans le cadre des activités célébrant la Journée internationale de la francophonie. Tout d'abord, je voudrais remercier au nom de l'Université de Montréal les trois partenaires fondateurs de l'Observatoire, qui sont le gouvernement du Québec, l'Organisation internationale de la francophonie et l'Agence universitaire de la francophonie pour leur solide appui à la mission de l'Observatoire. Je voudrais également remercier pour leur soutien à nos différentes activités plusieurs partenaires et organismes, dont notamment Affaires mondiales Canada, les Offices jeunesse internationaux du Québec, Logique, et le Centre de recherche pour le développement international. Nous sommes très heureux d'accueillir un très grand nombre de participants aujourd'hui provenant de plus de 35 pays, de plus de 130 villes des quatre continents du monde, notamment d'Afrique. Alors, pour commencer, trois personnes vous adresseront la parole. D'abord, le recteur de l'Université de Montréal, M. Daniel Jutras. Ensuite, Mme Danielle McCann, ministre de l'Enseignement supérieur du Québec. Et enfin, M. Jean-Stéphane Bernard, président directeur général de Logique. M. Jutras, à vous la parole. Merci, M. Boudarbat. Vous m'entendez bien? Alors, merci beaucoup. Alors, je souligne tout de suite la présence aujourd'hui de la ministre de l'Enseignement supérieur du Québec, Mme Danielle McCann. Merci, Mme McCann, de votre participation à cette rencontre-là. C'est vraiment important pour nous que vous soyez là. Est également présent, je le souligne, le président directeur général de Logique, les Offices jeunesse internationaux du Québec et secrétaire général de l'Office franco-québécois pour la jeunesse, M. Jean-Stéphane Bernard. Merci, M. Bernard, de votre présence aussi. Et évidemment, je salue bien chaleureusement mon collègue, le recteur de l'Université Saint-Joseph de Beyrouth, M. Salim Dakache, qui est également des nôtres. Merci, M. Dakache. Nous sommes très heureux de vous accueillir à ce webinaire qui réunit en plus de nos panélistes près de 600 participants provenant de 35 pays, de l'Afrique aux Amériques en passant par l'Europe et l'Asie. C'est vraiment très impressionnant, un beau succès. Bravo pour cette organisation exceptionnelle. Je vous remercie d'avoir répondu à l'appel en si grand nombre à tous les participants et participantes. Les échanges qui suivront vont être, je l'espère, éclairants sur un enjeu économique majeur qui est celui de l'insertion professionnelle des jeunes. C'est une question qui se pose, il faut le dire, tout particulièrement dans le monde francophone, puisque cet espace comporte une forte proportion de jeunes. On estime qu'en 2050, environ 26% de la population de l'Afrique francophone sera composée de jeunes de 15 à 29 ans. C'est dire si la question que nous abordons aujourd'hui est fondamentale. Quand il est question d'insertion professionnelle, bien entendu, le milieu universitaire se sent interpellé au premier chef, et on sait qu'il doit faire, le milieu universitaire, un travail d'introspection en continu, toujours essayer d'aller plus loin dans ses efforts dans ce terrain. Il importe de se demander si les jeunes sont bien aiguillés au moment de prendre les décisions qui touchent leur future carrière. Il faut se demander aussi si le cursus de formation est bien adapté au marché du travail qui les attend, s'il leur permet d'acquérir les compétences essentielles pour s'intégrer avec succès dans les entreprises, les organisations publiques, les organisations parapubliques, les OBNL et que sais-je. Nos panélistes tenteront de répondre à ces questions. Bien entendu, l'université n'est pas le seul acteur dans ce domaine parce qu'à elle seule, l'université ne peut pas combler tous les besoins. Tout le monde l'acceptera, je crois. Et c'est ici, évidemment, que les entreprises entrent en jeu. En effet, les employeurs ont aussi un rôle à jouer dans le développement des compétences, un rôle qui doit favoriser l'adaptation des jeunes aux réalités de l'emploi. Et ce rôle sera également abordé dans le cadre de ce webinaire. Enfin, nous ne pouvons passer sous silence les répercussions de la COVID-19. Tout le monde est bien conscient de cela, répercussions sur nos façons de faire. Les transformations des derniers mois ont été rapides et majeures, tout autant pour les entreprises que pour le milieu de l'éducation. Alors que le télétravail et le téléenseignement sont devenus la norme, du moins de manière temporaire, des ajustements doivent être apportés à la fois aux programmes et aux méthodes de formation pour assurer l'insertion professionnelle des jeunes. Autrement dit, l'enseignement à distance ne doit pas réduire l'employabilité de nos étudiants et de nos étudiantes, bien au contraire. On doit saisir cette occasion de les faire avancer encore.
En raison du contexte actuel, nous devons amener les jeunes donc à développer de nouvelles habiletés, de nouvelles compétences qui seront aussi utiles après la crise sanitaire mondiale que nous traversons. Je suis vraiment convaincu que toutes les discussions d'aujourd'hui permettront de dégager des pistes de solutions intéressantes pour réussir cette intégration professionnelle des jeunes. Et je remercie d'avance nos panélistes pour toutes ces réflexions fécondes qui aideront à bâtir des ponts entre l'enseignement et le marché du travail de demain. Je vous retourne maintenant la parole, M. Boudarba. Je vous souhaite un bon webinaire. Merci beaucoup, Monsieur le recteur. Et effectivement, le panel qu'on a aujourd'hui provient de différents horizons qui permettent de traiter tous les enjeux que vous avez soulevés. Alors, j'invite maintenant Madame la ministre Danielle McCann à vous adresser la parole. Alors, merci. Merci, M. Boudarba. Merci, M. Jutras, également, pour votre accueil. Alors, je vais aussi saluer M. Jean-Stéphane Bernard et M. Salim Dakash et tous les panélistes et les participants à ce webinaire. Je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui en ce mois de la francophonie. Et on sait que l'une des missions de la francophonie, c'est d'appuyer l'éducation, la formation, l'enseignement supérieur et la recherche. La francophonie a récemment adopté un nouveau virage en élaborant une stratégie économique à l'intérieur de laquelle s'inscrit l'adéquation formation-emploi. L'adéquation entre la formation et l'emploi, c'est un enjeu clé actuellement. Si ce rapprochement est de plus en plus souhaité, c'est que notre monde est en mouvement continuel. Ce rapprochement participe également, les milieux de travail évoluent et doivent se réinventer sur une base régulière. Un exemple évident, ce sont les grands chamboulements entraînés depuis plus d'1 an par la crise sanitaire, à laquelle a fait allusion d'ailleurs M. Jutras. Alors, des changements profonds s'opèrent et vont continuer fort probablement de se produire après la pandémie. La relance sur laquelle nous travaillons ensemble aura une incidence sur les nouveaux besoins en main-d'œuvre. Conséquemment, l'offre de formation doit suivre l'évolution du marché du travail et s'adapter. Notre gouvernement croit qu'il est de son devoir d'encourager le rapprochement entre la formation et le marché du travail. Mon collègue Jean-François Roberge le fait pour la formation des adultes et la formation professionnelle. Je le fais aussi pour l'offre collégiale et universitaire. Nous avons déjà encouragé plusieurs initiatives en ce sens depuis notre arrivée, et nous continuerons de le faire. Multiplication, par exemple, des formations courtes et spécialisées, lancement d'un appel de projet pour le développement de formations courtes en technologie de l'information au collégial et à l'universitaire, soutien à la reconnaissance des acquis et des compétences, investissement dans plusieurs mesures, dont une mesure de bonification de financement pour favoriser l'adéquation formation-emploi. Alors, la pandémie augmente ces besoins toujours plus nombreux et ce rapprochement participe aussi à la nécessaire relance économique qui se met déjà en branle. En accélérant l'accès au milieu du travail pour les chômeurs, par exemple, et en encourageant la requalification. Pour ce faire, la collaboration entre les deux milieux est essentielle. Nous devons développer une vision commune, profitable aux deux secteurs. Pour y arriver, flexibilité, rapidité et agilité sont de mise. Il est important de former rapidement une main-d'œuvre active, compétente et versatile. Il faut orienter davantage de personnes vers des secteurs qui en ont besoin. C'est encore une fois une clé de la relance économique. Alors, en travaillant ensemble, nous pouvons améliorer nos pratiques et aider à la fois les employeurs et les employés pour aujourd'hui et demain. Alors, en terminant, je veux remercier à nouveau l'Université de Montréal, l'Observatoire de la francophonie économique et toutes les personnes qui ont participé à l'organisation de ce webinaire. Alors, je vous salue, je vous souhaite une bonne journée à tous et à toutes. Au revoir. Merci beaucoup, Madame la ministre. C'est très apprécié votre présence parmi nous aujourd'hui. Alors, maintenant, j'invite Monsieur le Président Directeur Général de Logique, Monsieur Bernard, à nous adresser quelques mots. Madame la ministre de l'Enseignement supérieur du Québec, Madame Danielle McCann, Monsieur le recteur de l'Université de Montréal, Monsieur Daniel Jutras,
Madame la directrice régionale Amérique de l'Agence universitaire de la francophonie, Madame Linda Cardinal, chers panélistes. C'est avec beaucoup d'intérêt que j'ai accepté l'invitation de mon ami et collègue Brahim Bourdabat de l'Observatoire de la francophonie économique, organisme partenaire de Logique et dont la mission en faveur de la jeunesse rejoint les valeurs et préoccupations premières de notre organisme. Logique a pour mission d'offrir aux jeunes Québécois de 18 à 35 ans la possibilité de vivre des expériences qualifiantes au Québec, au Canada et à l'international, et ce, à tout moment de leur trajectoire scolaire, artistique, entrepreneuriale, professionnelle, etc. La question de l'adéquation formation-emploi est centrale dans nos actions et nos équipes s'affairent à développer des opportunités qui permettent d'accroître l'employabilité des jeunes Québécois et leur insertion dans le marché du travail, de l'emploi. Il est connu qu'une expérience de mobilité, quelle qu'elle soit, permet de développer des compétences génériques telles que l'autonomie, la confiance en soi, la débrouillardise, le sens de l'organisation et de la planification et la capacité d'adaptation. C'est pour mettre en valeur ces acquis que Logique a contribué au développement d'un outil de valorisation des compétences transférables avec ses partenaires européens, dont l'Office franco-québécois pour la jeunesse en France, le Bureau international jeunesse en communauté française de Belgique et l'Office franco-allemand pour la jeunesse. La démarche a mené à la création d'AKI, AKI, un outil de connaissance de soi utilisé par les jeunes, leurs encadrants et les employeurs afin de mettre des mots sur les intangibles transformations vécues pendant une expérience internationale, d'en prendre conscience, de les verbaliser et de les intégrer. Ces mêmes compétences explorées par AKI au registre des savoir-être sont des atouts indéniables pour augmenter l'attractivité d'un curriculum vitae, de se démarquer en entrevue, d'embauche et de s'insérer de manière durable dans leur équipe de travail. Qui plus est, les opportunités que propose Logique sont axées sur le développement, le renforcement et la consolidation de compétences ciblées et directement en lien avec des créneaux professionnels. Si les Québécois sont principalement la cible des interventions de Logique, les jeunes des pays de la francophonie ne sont pas en reste. En effet, 2 de nos initiatives permettent l'accueil au Québec de jeunes des États et gouvernements membres de l'Organisation internationale de la francophonie afin de favoriser leur formation continue et, conséquemment, leur insertion et leur maintien en emploi. L'initiative de jeunesse de lutte contre les changements climatiques et l'initiative en créativité entrepreneuriale, jeunesse en francophonie, mettent en valeur le renforcement des compétences de jeunes dans des filières de grande importance pour le développement collectif, économique, environnemental et social. En rétrospective, pour Logique, le jeune est toujours au cœur de nos actions qui soutiennent ses besoins, ses rêves et ses aspirations. Logique appuie la promotion de l'emploi par l'entrepreneuriat chez les jeunes, travaille de concert avec les établissements postsecondaires, favorise la création de stages pour les finissants, engage les jeunes dans une démarche citoyenne et responsable. Autant de manières de permettre aux jeunes d'aujourd'hui de devenir les travailleurs de demain et de créer les arrimages nécessaires entre les savoirs acquis en milieu scolaire et l'expérience terrain, pratique et révélatrice de son plein potentiel. Une main-d'œuvre qualifiée et compétente, formée au Québec, soutenue par des expériences de mobilité au Québec, au Canada ou à l'international, est prête à relever les défis d'un monde du travail en évolution et, disons-le, fortement ébranlé par la pandémie actuelle. Et à travers toutes ces actions, Logique n'oublie pas les jeunes les plus vulnérables et permet à de jeunes adultes d'identifier un projet de vie à composante scolaire ou professionnelle, et ce, malgré les défis, les embûches qui ont pu jalonner leur parcours. Nos initiatives, loin de les exclure, visent à ne pas creuser encore davantage le fossé qui les sépare de leur intégration socio-économique. Finalement, Logique répond aux défis de développement et d'intégration des jeunes québécois et francophones, mais également aux défis du développement de la personne dans une perspective plus globale et plus inclusive. C'est donc avec grand intérêt que je découvrirai avec vous les interventions de nos prestigieux panélistes qui exposeront leur point de vue sur les enjeux de l'adéquation de la formation emploi dans l'espace francophone. Merci encore une fois pour cette gentille invitation et bon webinaire. Merci beaucoup, Jean-Stéphane. Je voudrais souligner encore une fois le grand soutien que nous recevons de Logique et qui a permis, entre autres, à 4 jeunes Québécois et 4 jeunes Français de participer à notre conférence internationale qui a eu lieu à Rabat en mars 2020. Et aussi, grâce à votre soutien, nous avons recruté 4 stagiaires à l'Observatoire. Donc, merci beaucoup encore une fois pour ce soutien qui nous permet de réaliser notre mission comme il se doit.
Alors, je voudrais aussi signaler, avant de passer au panel, que nous venons de publier un ouvrage sur la dynamique de l'insertion professionnelle des jeunes et des femmes dans l'espace francophone. Vous pourrez télécharger ou visualiser cet ouvrage sur notre site. D'ailleurs, vous pouvez prendre connaissance de l'Observatoire et de ses activités sur notre site ofe.eumorial.ca. Alors, permettez-moi maintenant de vous présenter brièvement le déroulement de notre activité. Alors, le panel va commencer immédiatement après, et puis si le temps le permet, on va essayer de répondre à certaines questions qui nous ont été posées par les participants. Ensuite, le recteur de l'Université Saint-Joseph de Beyrouth, M. Salim Dakash, fera la conclusion et vous adressera le mot de clôture. Alors maintenant, je vais présenter notre animatrice, Madame Linda Cardinal. Bonjour, Madame Linda Cardinal. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Linda Cardinal est titulaire d'un doctorat en sociologie de l'École des hautes études en sciences sociales de Paris. Elle est professeure émérite à l'École d'études politiques, membre des centres d'études en gouvernance et ancien titulaire de la chaire de recherche sur la francophonie et les politiques publiques de l'Université d'Ottawa. En 2013, Madame Cardinal a été élue membre de la Société royale du Canada. En 2014, elle a été faite chevalière dans l'Ordre des Palmes académiques de la République française. Et en 2017, il a reçu l'Ordre du Canada pour ses recherches sur les politiques publiques et les politiques linguistiques. Linda Cardinal est depuis le 1er septembre 2020 la directrice régionale Amérique au sein de l'Agence universitaire de la francophonie. C'est donc un grand privilège de l'avoir avec nous aujourd'hui et nous la remercions vivement d'avoir accepté d'animer le présent webinaire. Madame Cardinal, je vous cède le micro. Alors, merci beaucoup, Brahim. Distingués invités, Madame la ministre, Monsieur Jutras, Monsieur Bernard, chers conférenciers, conférencières, chers participants, participantes, bonjour, bonsoir, bon après-midi, selon votre fuseau horaire, mais nous sommes ravis de vous accueillir et l'AUF Amérique est absolument ravie aussi d'être associée à ce séminaire. Un séminaire, un webinaire d'une très grande importance pour la francophonie scientifique et les milieux économiques. Les enjeux à discuter sont nombreux lorsqu'on parle de l'adéquation entre les études et l'emploi. Et les panélistes aujourd'hui sont des personnes qui ont une grande expérience avec ces questions, lesquelles vont être abordées sous différents angles, comme nous allons le voir dans le cadre de ce webinaire, tant des aspects d'information sur le marché du travail que la transformation des cursus scolaires, le rôle des milieux du travail dans le développement des compétences, les changements induits par la COVID-19 seront-ils durables, finalité de l'éducation, les rapports différenciés à l'emploi selon le genre. Alors, les thèmes ne manquent pas. Nos panélistes aujourd'hui sont Rama Bourkia, qui est directrice de l'instance d'évaluation du Conseil supérieur de l'éducation, formation et recherche scientifique au Maroc. Monsieur Stephen Tobin, directeur exécutif du Conseil de l'information sur le marché du travail, ici au Canada. Anne-Sophie Pansery, directrice générale de Maviflex et ancienne présidente des femmes chefs d'entreprise de France. Et Yasmine Benamour, présidente du réseau LCI Éducation Afrique et directrice générale de l'école HEM au Maroc. Et comme le disait Brahim tout à l'heure, M. Salim Dakash, recteur de l'Université Saint-Joseph de Beyrouth, nous fera le mot de conclusion. Nous avons donc 1 heure pour lancer la réflexion. Et comme premier tour de table, j'inviterai chaque panéliste à présenter très brièvement son organisme et l'action de celui-ci pour relever les défis de l'adéquation formation-emploi et donc de l'employabilité des diplômés dans leur secteur d'intervention. Alors, j'aimerais commencer par Madame Bourkia. Je vous remercie, Madame Linda Cardinal. Je tiens d'abord à remercier Monsieur Boudalbat de m'avoir associé à ce webinaire qui porte sur l'éducation, formation, emploi, une thématique d'une importance pour nos jeunes, comme nous le savons tous. Bon, concernant mon institution, donc je suis directrice de l'instance nationale d'évaluation
C'est un organe qui fait partie du Conseil supérieur de l'éducation, formation, recherche scientifique, qui est une institution, disons, de catégorie constitutionnelle, puisque notre Constitution la mentionne comme étant une institution de bonne gouvernance, disons. Ses missions, c'est d'émettre à la fois des avis, des études, des évaluations sur le système éducatif, que ce soit au niveau préscolaire, scolaire, supérieur, et aussi la recherche scientifique, c'est-à-dire tout le système d'éducation et de recherche scientifique. Donc, nous produisons des avis qui sont adressés évidemment à l'exécutif, puisque nous ne sommes pas dans l'exécution, disons. Ce n'est pas une institution d'exécution, mais c'est une institution qui accompagne, disons, par les études, par les avis, par les évaluations, tout le système. Donc, l'INE, elle a la mission essentiellement de l'évaluation. Donc, l'évaluation, que ce soit des évaluations globales, sectorielles, thématiques. Donc, ce que nous faisons, nous produisons un certain nombre de rapports. Nous avons aussi un certain nombre de programmes. Par exemple, le programme national d'évaluation des acquis des élèves, c'est-à-dire qui porte essentiellement sur les apprentissages au niveau de l'enseignement scolaire. Mais nous avons, de temps à autre, nous produisons des rapports sur l'enseignement, par exemple, supérieur. Nous avons produit 3 rapports sur l'enseignement supérieur. Mais ce que nous avons aussi, c'est-à-dire que comme le conseil et l'évaluation portent essentiellement sur l'efficacité du système, parce que nous essayons de mesurer à la fois par des approches qualitatives, quantitatives, disons, l'efficacité du système, l'efficacité interne, mais aussi l'efficacité, disons, ou le rendement externe, entre guillemets, je mettrai rendement, qui porte sur justement le produit des sortants de l'université. Et c'est dans ce sens que la question de l'insertion, évidemment, elle est au cœur de notre préoccupation. Par exemple, nous avons mené une grande enquête qui est la première de ce genre au Maroc sur l'insertion des diplômés de l'enseignement supérieur, c'est-à-dire c'est une étude longitudinale. À 4 ans après les diplômés, qu'est-ce qu'ils sont devenus? C'est-à-dire on essaie de les suivre la trajectoire de ces lauréats. Donc nous sommes en phase d'analyse de ces données. Donc il y a c'est-à-dire que nous le considérons comme un programme qui s'inscrit dans la durée, c'est-à-dire chaque 4 années, on va produire ce type de rapport qui pourrait être intéressant à la fois pour le système éducatif, mais aussi pour le secteur économique. Et nous avons entamé dernièrement aussi une étude avec le CEREC, le centre de qualification, le centre de Marseille, aussi en appliquant un organisme au Sénégal, l'Argentine, c'est-à-dire un travail collaboratif sur justement pas uniquement les diplômés de supérieur, mais aussi ceux qui sortent avant du système scolaire, avant d'atteindre l'université. C'est un projet que nous venons d'entamer. Donc, la question de l'insertion, effectivement, c'est une question qui est au centre de notre système d'évaluation, parce que c'est une manière d'évaluer un peu le rendement externe du système. Voilà. Merci beaucoup, Madame Bourkia. Rapidement, Monsieur Tobin, pouvez-vous nous présenter votre organisme, s'il vous plaît? Oui, et merci beaucoup pour l'invitation. Le Conseil de l'information du marché du travail, c'est une organisation pan-canadienne qui, le mandat est très simple. C'est vraiment d'améliorer et de fournir l'information, les données et les perspectives aux gens, y compris les jeunes, pour qu'ils puissent faire une décision au niveau de leur carrière mieux informée. Donc, parce qu'on sait que toutes ces décisions, soit qu'est-ce que je vais étudier, quel emploi que je cherche ou quel salaire que je devrais demander, c'est des décisions très complexes.
Et donc, on essaie quand même de leur fournir les données, les perspectives vraiment objectives pour qu'ils puissent faire ces décisions mieux informées parce que ces données ne sont pas très faciles à trouver et c'est encore plus difficile à digérer et de l'utiliser avec d'autres informations. Merci beaucoup. Madame Benhamou, s'il vous plaît. Oui, bonjour mesdames, messieurs. Donc, moi, je représente aujourd'hui le réseau éducatif international canadien LCI Éducation, qui est présent sur les 5 continents et particulièrement LCI Éducation Afrique, Afrique du Nord. Nous sommes à peu près 3000 étudiants. Nous gérons une dizaine de campus aussi bien dans l'enseignement supérieur que dans la formation professionnelle. Et donc, nous avons 4 campus Collège La Salle au Maroc, un campus Collège La Salle en Tunisie pour ce qui est de la formation professionnelle. Et pour ce qui est de l'enseignement supérieur, nous avons 5 campus HEM au Maroc, donc HEM Business School et HEM Engineering School également, qui a été créé l'année dernière. Alors, pour répondre très rapidement à votre question, et moi je suis sur le terrain dans les écoles pour relever le défi adéquation formation-emploi et je serai très brève, je dirais 3 défis majeurs. Le premier, comme Madame la Ministre l'a dit en introduction, c'est être toujours alerte par rapport aux métiers et aux postes demandés par le monde de l'entreprise et donc être toujours en relation avec le monde économique et encore plus après cette pandémie. Il existe beaucoup de manières d'être en relation avec le monde économique, j'en parlerai plus en détail tout à l'heure. Le deuxième défi pour cette adéquation formation-emploi, c'est d'être agile et de mettre à jour nos filières d'études, donc en conséquence et en concevoir des nouvelles lorsque cela s'impose et rapidement. Et enfin, outre les filières, eh bien travailler le contenu même des programmes afin de former des lauréats qui allient non seulement des compétences théoriques et techniques, certes, mais également des compétences pratiques sur le terrain, mais je vais dire surtout aussi des compétences humaines pour être ainsi facilement, on va dire, recrutable ou employable, si je puis dire. Et donc, cette notion d'équilibre entre ces différentes compétences, c'est là le plus dur pour une école et j'en parlerai aussi tout à l'heure plus en détail. Voilà. Merci beaucoup. Madame Pansuri, s'il vous plaît. Oui, bonjour tout le monde. Donc moi, je dirige sur Lyon une entreprise industrielle de 25 millions de chiffre d'affaires. J'ai 145 personnes. Donc moi, je suis côté témoin de vos expertises aux uns et aux autres. Donc moi, j'ai 2 enjeux dans l'entreprise. C'est l'employabilité des équipes, faire en sorte qu'ils suivent les évolutions techniques et managériales. Donc, au travers de la formation continue et tous les dispositifs qu'on peut mettre à disposition. Et mon deuxième enjeu dans l'entreprise, c'est de trouver des collaborateurs et donc l'adéquation possible entre l'offre et la demande, qui est un vrai sujet aujourd'hui en France. Et côté de mes engagements associatifs en tant que vice-présidente des femmes chefs d'entreprise, dont il y a une association aussi au Maroc qui en fait partie, c'est vraiment les évolutions de vie des femmes et les changements de métier tout au long des vies. Et ça, c'est un vrai enjeu aussi de pouvoir les accompagner dans leur trajectoire. Eh bien, merci beaucoup. Alors, nous allons passer à notre deuxième tour de table. Je vous donne 5 minutes chacun pour répondre évidemment à de très grandes questions. Désolée, c'est ainsi, ainsi les contraintes des webinaires. Alors, Madame Bourkia. Madame Bourkia, vous êtes, comme vous l'avez dit, la directrice de l'instance d'évaluation du Conseil supérieur de l'éducation, formation et recherche scientifique au Maroc. Et comme on le sait, le Maroc, à l'instar de plusieurs pays africains, connaît depuis longtemps un taux de chômage très élevé chez les diplômés en général et chez les diplômés universitaires en particulier. Alors, quel diagnostic faites-vous de ce déphasage entre le système éducatif et le marché du travail, s'il vous plaît? Vous êtes en sourdine. Vous devez mettre votre micro, Madame Bourkia. Ah, voilà.
Je disais que c'est une grande question. Effectivement, il faudrait un diagnostic. Bon, l'adéquation formation ou la parfaite adéquation pour formation-emploi est une ambition, évidemment. C'est-à-dire que si nous la posons aujourd'hui comme problématique, ça veut dire qu'il y a des contraintes pour atteindre cette ambition. Elle n'a pas aussi la même intensité dans tous les pays. C'est-à-dire qu'il faut, pour la comprendre, il faudrait l'analyser dans le contexte de chaque réalité, de chaque pays. Certains paramètres peut-être sont les mêmes dans tous les pays, puisque la question se pose à peu près dans tous les pays, mais chaque contexte, il a ses propres, disons, défis, des contraintes, et dans le contexte marocain, ils sont évidemment multiples. Je ne vais pas les répertorier tous, mais on peut envisager d'en lister quelques-uns. Et effectivement, les données des études nous révèlent que le marché de l'emploi n'intègre pas tous les diplômés. Bon, je vais me contenter des diplômés de l'enseignement supérieur, parce que comme nous avons aussi, bon, il y a une formation professionnelle, mais je vais me contenter de parler un peu de l'enseignement supérieur. Effectivement, par exemple, bon, notre institution qui est l'institution quand même de référence pour les statistiques, nous le dit bien, 17% des chômeurs sont détenteurs, par exemple, de diplômes. Et effectivement, les données révèlent que quand même pas tous les diplômés de l'université sont intégrés dans le marché de l'emploi. Mais ce qui nous amène à nous interroger effectivement sur la composante de la notion formation et emploi. C'est-à-dire d'abord, la première question, est-ce que le tissu économique, évidemment, offre des emplois? Est-ce qu'on a affaire à un tissu quand même, un marché économique qui offre des emplois à tous les diplômés? Je commencerai par cette question, c'est-à-dire que la question de l'inadéquation, disons, formation-emploi, est parfois source de malentendus, parfois. Bon. C'est-à-dire malentendus entre les entreprises et les universités, surtout dans le contexte, dans notre contexte marocain. Les universités, depuis quand même 2 décennies, mènent des réformes au nom de l'insertion. Souvent, depuis l'année 2000, les réformes sont menées au nom parce qu'il y a justement une sorte d'inadéquation formation-emploi. En introduisant par exemple des modules professionnalisants, en introduisant des licences professionnelles, pour répondre justement à la demande du marché de l'emploi et les exigences évidemment de l'entreprise. Les acteurs du marché économique de leur côté aussi, c'est pour ça que je parle d'un malentendu, les chefs d'entreprise ne cessent d'affirmer qu'ils ne trouvent pas des diplômés dotés d'aptitudes, de compétences, de qualifications requises pour l'emploi. Donc, le diagnostic voudrait qu'on établisse effectivement un diagnostic pour les 2 pôles, à la fois le marché du travail, parce que, bon, on ne peut pas dire parce que l'une ne s'intègre pas parce que la formation est déficiente, ou bien c'est le contraire. Donc, il faudrait peut-être analyser, le diagnostic comporte à la fois au niveau de l'offre et au niveau aussi de la formation. C'est-à-dire au niveau de l'offre, à part les grandes entreprises, disons au Maroc par exemple, bon, la majorité des entreprises sont des petites et moyennes entreprises, c'est-à-dire que c'est celles qui recrutent le plus les lauréats. C'est ça la problématique. Donc en partant de là, la majorité évidemment disons des diplômés qui sont passés par des formations académiques, parfois basés sur des cours, disons le cours magistral, ne disposent pas d'aptitudes professionnelles. Je dis la majorité, surtout en se référant au système, on trouve que la majorité, évidemment, c'est les grandes facultés. À ceci s'ajoute la difficulté de trouver aussi des stages, c'est-à-dire que la possibilité d'être intégré à travers les stages aussi, elle est limitée. Donc, en fait, on peut se dire aucun système
universitaire, aussi performant qu'il soit, ne produit pas des lauréats prêts à être opérationnels sur le marché de l'emploi, ou à être prêts à, disons, à intégrer l'entreprise aisément sans passer par un encadrement, sans passer par une socialisation, disons, entre guillemets, pour l'introduire dans le domaine de l'entreprise. Donc, il y a cet aspect, c'est-à-dire il y a à la fois la nature des entreprises et la nature de l'emploi, mais aussi, d'un autre côté, il y a le manque d'encadrement, le manque de stage qui prépare aussi les lauréats à rentrer dans la vie active avec des atouts, avec des compétences. Ben, ça, c'est d'un côté. Le deuxième niveau, évidemment, il y a la formation. Donc, il n'y a pas uniquement le marché, mais il y a aussi la formation. Il y a la formation, bon, parfois, elle relève disons, il faut interroger la structure de l'enseignement supérieur lui-même, la manière dont il est organisé. Par exemple, bon, nous avons plusieurs types disons, d'établissements au niveau de l'enseignement supérieur. Il y a le privé, il y a le public, il y a le partenariat public-privé, il y a la formation des cadres, mais je résume tout cela dans deux systèmes en fait. Ce qu'on appelle le système régulé, c'est-à-dire le système où on sélectionne les étudiants, c'est-à-dire on procède par une sélection, c'est-à-dire on sélectionne les meilleurs des bacheliers, c'est les établissements disons, de médecine, d'ingénierie, d'ingénieurs, de management, etc. Et puis le reste, qui est le système ouvert, c'est-à-dire c'est les grandes facultés, les grandes facultés, par exemple, des sciences juridiques, etc. Bon, nos études, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent que là, ceux du système régulé, c'est-à-dire du système où on sélectionne les étudiants, ils s'insèrent beaucoup plus facilement. Parce que, bon, ils ne représentent évidemment que 12% des étudiants. Et les 88%, vous les avez de l'autre côté. C'est-à-dire, c'est les grandes facultés, un système ouvert. Donc, il y a quelque chose à faire au niveau c'est-à-dire, c'est un diagnostic. Donc, l'action devrait porter aussi justement sur l'organisation de ce système. Je sais que les pouvoirs publics sont conscients de cela. Comme je dis tout à l'heure, depuis les réformes des années 2000, c'est la question de l'insertion est posée pour l'enseignement supérieur. Donc, il y a des diplômes qui protègent contre le risque de l'insertion, disons, le risque du chômage. Mais il y a des diplômes où il y a plus de risques. Dans nos études, bon, on trouve par exemple la majorité écrasante de l'étude dont j'ai parlé 4 années après l'obtention du diplôme, est-ce qu'il y a encore des chômeurs? Ben, il y en a un peu plus, c'est-à-dire il y a une différence à peu près de 18% entre le système régulé et le système non régulé. Ça veut dire qu'il faut agir sur la structure et l'organisation aussi du système de l'enseignement supérieur lui-même. Ce qui fait ceci ne se passe pas sans effet sur l'insertion professionnelle. Ces constats sont avancés par le pouvoir public comme justifiant aussi des réformes. Actuellement, bon, les pouvoirs publics sont en train de lancer des réformes dans ce sens parce qu'ils sont conscients que c'est dans ce système qu'il y a un déficit, mais on peut dire que la majorité en fait s'insère d'une manière ou d'une autre, parce qu'il n'y a pas uniquement l'entreprise, il y a le secteur aussi public quand même qui absorbe un certain nombre de lauréats, par exemple tous ceux qui vont vers l'enseignement, tous ceux qui vont vers l'administration publique, mais il y a toujours que les diplômés des grandes facultés, c'est là où il y a la particularité peut-être de notre système. Et il est évident que tout ça exige une approche holistique un peu en fonction de ce diagnostic pour trouver des solutions. Mais à ceci, je pourrais ajouter encore un point,
c'est que les réformes aussi des universités, je crois que c'est ça, c'est à travers le monde, mais aussi la particularité peut-être de nos universités, c'est que les réformes pédagogiques, c'est-à-dire qui ciblent pour améliorer, disons, le rendement pédagogique, sont toujours difficiles à mettre en œuvre parce que ça prend du temps. C'est-à-dire qu'il faudrait du temps pour mettre en œuvre. Aujourd'hui, les systèmes de formation sont sous pression pour changer, réformer, pour s'adapter aux besoins du secteur économique. Mais les systèmes de formation n'ont pas toujours l'agilité, disons, d'entreprendre de manière rapide toutes les réformes et de les mettre en œuvre. Évidemment, ça prend du temps. Pour conclure, je dirais que le diagnostic, justement, doit déconstruire les composantes de l'adéquation formation-emploi. C'est-à-dire en même temps le monde de l'emploi, on doit voir qu'est-ce qu'il y a dedans, et aussi, évidemment, le côté formation. Voilà. Bien, merci beaucoup, Madame Bourkia. Des réponses très intéressantes qui montrent bien toute la complexité des enjeux. Je pense que vous avez bien réussi à faire le tour et à, en tout cas, exiger qu'il y ait un grand dialogue, en fait, entre les entreprises et les universités, le système économique et les systèmes éducatifs et les milieux de l'enseignement supérieur. La COVID a peut-être montré que les grands établissements d'enseignement supérieur étaient quand même capables d'un peu d'agilité parce que, en l'espace de quelques jours, nos institutions ont été obligées justement de passer d'un enseignement en présence vers un enseignement en ligne. Alors, il y a peut-être espoir, mais chose certaine, dans votre propos, il y a de très belles perspectives de recherche, très belles réflexions pour faire avancer notamment la recherche et aussi la pratique sur la meilleure compréhension, en fait, pour une meilleure compréhension de ce déphasage. Et je retiens aussi l'importance d'étudier ces questions selon les contextes. On ne peut pas avoir une approche universelle de ces enjeux. Il faut bien comprendre chaque système, chaque milieu économique pour pouvoir en tirer des enseignements et des propositions de transformation qui sont aussi à la mesure des systèmes concernés. Alors, Monsieur Tobin, vous qui dirigez le Conseil de l'information sur le marché du travail, dont le rôle est d'améliorer la rapidité, la fiabilité et l'accessibilité de l'information sur le marché du travail canadien, on sait que l'information sur l'emploi est définitivement cruciale pour aider les jeunes à faire des choix éclairés, à prendre de bonnes décisions. Elle est aussi importante pour les organismes d'orientation scolaire et professionnelle. Alors, que pensez-vous de la nature et de la qualité de l'information qui est disponible aux jeunes aujourd'hui? Que pensez-vous? Est-ce que les jeunes se ressourcent suffisamment? Est-ce qu'ils sont bien informés? Est-ce qu'ils sont bien renseignés? Est-ce que les jeunes ont cette conscience que nous, on a, dont Mme Bourkia nous a parlé aussi? Est-ce qu'ils ont cette conscience des enjeux du marché du travail? Hein? Pourriez-vous, je sais, je vous lance un ensemble de questions, mais pourriez-vous faire une brève comparaison entre le Canada, l'Europe, l'Afrique du Nord en ce qui a trait justement à la collecte des données, la diffusion d'informations sur le marché du travail? Je rappelle aux participants que M. Tobin a été expert à l'Organisation internationale du travail et que dans ce cadre, vous avez étudié le marché du travail dans un ensemble de régions du monde. Merci beaucoup. À vous la parole. Merci beaucoup. Bon, beaucoup de questions, mais à mon avis, dans ce domaine, il y a peut-être 3 gros défis, à mon avis, par rapport aux données. Certainement, au Canada et même dans les pays africains, l'information est très difficile à trouver et encore plus difficile à utiliser. Et je pense que les 3 défis sont reliés à ces problèmes. À mon avis, le premier problème, c'est vraiment, et ça paraît très, très simple, que les qualifications ne sont pas les mêmes que les compétences. Ces 2 choses sont différentes.
mais en même temps, ça fait des années, des décennies qu'on mélange les deux. On disait aux jeunes qu'il faut avoir certainement un diplôme, parce que les qualifications, c'est ça le currency du marché du travail. Et on continue aujourd'hui à mélanger qualifications avec compétences et ce n'est pas les mêmes choses. Et tous nos systèmes, ici au Canada comme ailleurs, on collecte les données sur l'emploi par rapport de cette perspective des qualifications et pas des compétences. Donc, effectivement, si je suis jeune et je veux savoir quelles compétences je devrais quand même acquérir pour mieux accéder au marché du travail ou d'avoir plus de succès dans mon travail, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et on est au début de cette conversation, mais quand même, je vois toujours aujourd'hui qu'on mélange ces deux choses. La deuxième chose pour moi, c'est, et je pense que même quand j'ai fait un peu du travail en Afrique du Nord, je dirais qu'en Afrique, on était devant ce que moi je vois au Canada. Et c'est quand on pense aux qualifications, il faut savoir que le nombre d'emplois qui est créé, qui demande un diplôme, est largement inférieur à de nombre de diplômés. Mais donc, si je suis jeune, en fait, au Canada, il y a à peu près un tiers des gens qui sont diplômés, mais qui travaillent dans une occupation qui ne demande pas un diplôme. Donc, il faut quand même reconnaître que si je suis diplômé, ça ne veut pas dire que je vais trouver un emploi qui demande un diplôme ou une qualification. Et donc, ce problème est lié au premier. Le troisième chose, c'est qu'en fait, pour moi, je vois cette malentendu, comme Mme Bourquier disait, que d'une manière, certains employeurs, au travers des années, attendaient des diplômés. Donc, on disait aux jeunes, il faut aller être diplômé. Mais aujourd'hui, on dit, non, en fait, ce n'était pas des diplômes, ce n'était pas des qualifications qu'on voulait. En fait, tous ces gens que vous m'envoyez, c'est des gens qualifiés, mais ils n'ont pas des compétences. OK, donc là, on commence à parler d'autre chose. Et puis, la réalité, c'est lié au deuxième problème, c'est qu'on n'a pas un système de collecter l'information sur les compétences par rapport des emplois. Et même quand on parle des compétences, moi, j'entends des compétences transférables, des compétences soft, des compétences ici à gauche. Moi, je n'ai aucune idée de quoi des gens parlent. Et si je suis une personne jeune et je cherche un emploi ou comment je peux acquérir les compétences demandées, je ne peux rien faire avec cette information. Parce que tous nos systèmes d'éducation, c'est lié aux qualifications et pas des compétences. Et c'est très complexe parce qu'avant, c'était assez facile. Soit je suis diplômé, soit je ne suis pas. Mais quand on parle d'une compétence, même si on peut mieux définir qu'est-ce qu'on veut dire par rapport des compétences, ce n'est pas si simple que dire que j'ai ces compétences ou pas. Donc, pour moi, le grand défi, c'est vraiment ce tournage de comment on peut décrire des emplois vis-à-vis compétences. Et on n'a pas encore ce langage définitif par rapport des compétences, ni le système de décrire soit des employeurs, soit des institutions de formation, de vraiment définir qu'est-ce qu'on veut dire par des compétences. Et donc, c'est ça qui manque le plus dans notre système d'information, et ça, c'est vrai dans le monde entier en ce moment.
Merci beaucoup. Encore une fois, un propos très intéressant qui revient de nouveau au dialogue nécessaire entre les milieux de l'enseignement, les systèmes éducatifs et les milieux économiques autour de la notion de compétence. Parce que vous avez tout à fait raison, d'avoir un diplôme, une fois que l'étudiant ou l'étudiante a son diplôme, cette personne n'est pas toujours consciente des compétences qu'elle a acquises. Donc, peut-être de sensibiliser aussi davantage les étudiantes et les étudiants à la notion de compétence, mais encore une fois, faire attention aussi au vocabulaire parce qu'effectivement, on parle de beaucoup de choses aujourd'hui quand on essaie de définir les compétences, incluant dans les cursus universitaires. Important aussi ce que vous dites de créer, dans le fond, des emplois de qualité. Parce que vous nous sensibilisez aussi au fait que les marchés de l'emploi ne sont pas tous des marchés de l'emploi qui produisent ou en tout cas qui créent de l'emploi favorable à des diplômés, quel que soit le diplôme. On peut avoir un diplôme en ingénierie, un diplôme de médecine ou etc., qui semble être un diplôme qui est très monnayable sur le marché du travail, mais encore faut-il que les systèmes économiques puissent produire et accueillir des emplois bien rémunérés, des emplois de qualité. Merci beaucoup, M. Tobin. On va revenir à vous tout à l'heure. Madame Benamour. Madame Benamour, vous êtes dirigeante d'établissement d'enseignement et présidente d'un réseau d'écoles en Afrique. Vous pouvez donc nous apporter un témoignage et une expérience assez concrète. À ce propos, pourriez-vous nous expliquer l'approche ou les approches que vous et votre réseau adoptez pour assurer une meilleure employabilité de vos diplômes, ce qui est en écho avec ce que vient de nous dire M. Tobin? Et vous nous avez commencé à nous parler de vos défis tout à l'heure. Alors, quels sont effectivement vos principaux défis et quelle différence aussi constatez-vous entre les systèmes publics et privés d'enseignement? Alors, Madame Benamour, s'il vous plaît. Merci. Effectivement, alors évidemment, l'objectif ultime de tout établissement d'enseignement supérieur, c'est bien sûr l'employabilité. On les forme pour ça. Alors, juste pour donner un chiffre et commencer avec, à titre d'exemple, le taux d'insertion des lauréats d'une de nos écoles HEM, donc l'école de gestion que nous avons au Maroc, le taux d'employabilité dans le monde du travail dans les 6 mois qui suivent la diplomation est d'environ 83%. C'est une moyenne d'enquête qu'on a fait sur les 4-5 dernières années, ce qui est plutôt un très bon score. Alors, pour arriver à ce résultat et surtout essayer de le maintenir année après année, et ce n'est pas évident, eh bien, nous jouons sur plusieurs éléments simultanément. Alors, le premier élément, comme je le disais tout à l'heure, c'est de rester toujours très proche du monde de l'entreprise et de l'évolution de ses besoins, et ça, c'est essentiel. Donc, alors, comment est-ce qu'on fait ça ? Concrètement, je crois que mon rôle aujourd'hui dans ce panel aussi, c'est de dire un petit peu dans l'usine de l'école derrière comment ça se passe. Eh bien, préalablement à la création d'une filière de formation, et outre le travail de veille que nous opérons continuellement, eh bien, il n'y a pas une seule filière qui sort sans qu'on ait fait appel avant à des personnes du milieu professionnel pour construire le programme, les matières avec eux de façon adéquate. Ça peut être des entretiens, des focus group, mais on s'adresse toujours au monde de l'entreprise avant et on a une équipe qui ne fait que ça. Deuxième chose, nous faisons aussi appel, surtout pour le niveau master tout particulièrement, à des professionnels du monde de l'entreprise, non seulement pour enseigner, mais aussi pour faire des séminaires très pratiques, assister à nos jurys, à nos grands oraux, également faire à nos étudiants en dernière année d'études ce qu'on appelle des simulations d'entretien de recrutement. Et donc, à travers ça, le monde de l'entreprise, il est, comme je dirais, quotidiennement dans l'école. Et ça, c'est très important et leurs retours sont, dans ces cas-là, très, très intéressants et utiles. Et puis enfin, nous réexaminons très régulièrement nos programmes existants à l'aune des besoins et des évolutions du monde économique par le biais, là, plus d'enquêtes plus formelles avec un cabinet d'études. Et là, on peut se le permettre de le faire à peu près tous les 4-5 ans. Alors, donc ça, c'était le premier facteur qui est de rester proche de l'entreprise. Et donc, je vous ai décrit comment est-ce que, brièvement, on fait. Le deuxième facteur, c'est de proposer, je l'ai dit tout à l'heure, un programme équilibré. Et là, je vais utiliser le mot compétence et c'est celle que nous définissons chez nous. Monsieur Tobin me dira peut-être ce qu'il en pense tout à l'heure. Mais en tout cas, nous, on les appelle compétences chez nous. Donc, on essaie de trouver cet équilibre entre développement des compétences techniques de l'apprenant,
mais aussi développement de ces compétences humaines. Alors, je n'ai pas le temps de détailler ici dans ce webinaire, mais nous avons toute une matrice de compétences. Chacune est détaillée et définie très exactement une à une. Et donc, ces compétences humaines sont très, très importantes pour nous, surtout dans un pays émergent comme le nôtre, où il y a parfois des problèmes de langue et autres. Et donc, dans nos programmes, il y a des fondamentaux que nous conservons, quelle que soit la filière d'études que vous suivez. Et donc, ces fondamentaux, on peut dire qu'ils sont au nombre de 5. Comme je le disais, d'abord ceux liés aux langues. Il faut savoir parler un français correct, un anglais correct, pouvoir s'exprimer correctement, c'est très, très important. Donc, les compétences en communication. Deuxièmement, ceux liés aux stages pour l'expérience pratique, que ce soit à HEM ou Collège La Salle, les stages sont obligatoires et évidemment notés. Troisième fondamental, c'est le développement personnel de l'étudiant, développer sa personnalité, son autonomie, ça c'est le plus dur à faire. Nous avons des élèves qui nous arrivent très introvertis, très timides, et donc le nombre d'activités que nous avons aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de la classe est très important. Ça va des études de cas, aux visites d'entreprise, aux jeux d'entreprise, à du tutoring, au sport, au théâtre, à la danse, au chant. Et je peux vous dire que les activités parapédagogiques à HEM existent depuis une trentaine d'années et sont notées. Pour nous, c'est aussi important qu'un cours de finance ou de marketing. Quatrième chose importante, développer l'esprit tout simplement méthodique. Ça, dans notre pays, dans notre région d'Afrique du Nord, c'est très important de développer cet état d'esprit méthodique et de leur apprendre à apprendre et certainement former ces jeunes à des métiers qui n'existent probablement pas encore aujourd'hui, au moment où nous les formons. Et donc, on doit structurer leur esprit pour ensuite être agile et s'adapter à n'importe quelle situation. Et puis enfin, développer aussi une certaine culture générale, une certaine pensée critique importante dans nos sociétés qu'ils ne trouvent pas forcément comme dans les pays développés, dans les musées, les endroits plus publics où ils peuvent avoir ça. Et bien donc, nous organisons beaucoup de conférences en interne. Nous organisons, à HEM, nous avons un cours de philosophie alors que c'est une école de gestion. Parce que la philosophie avait été enlevée du cursus au Maroc. Donc, vous voyez, ces fondamentaux-là sont très, très importants et nous les intégrons et c'est ce qui demande le plus d'efforts, beaucoup plus d'efforts qu'un cours classique de comptabilité ou de communication. Et c'est ces compétences-là humaines et de développement personnel qui font la différence et qui font, à mon sens, qui facilitent l'employabilité et qui différencie un candidat par rapport à un autre. Et puis, le troisième défi ou facteur, c'est aussi, on n'en a pas beaucoup parlé, c'est de développer l'esprit entrepreneurial. Parce que quand on dit employabilité, on peut aussi être s'employer soi-même et donc devenir son propre employeur pour créer de la valeur et d'autres emplois plus tard. Et là aussi, on a toute une batterie de projets et autres pour, si tout le monde ne va pas faire son entreprise, eh bien au moins qu'ils aient cet esprit entrepreneurial parce qu'on peut aussi intraprendre à l'intérieur de l'entreprise. Nous venons de lancer HEM Starter Lab qui est un pré-incubateur pour les étudiants qui ont une toute petite idée qui germe et les aider à la travailler, même si elles ne voient pas le jour, c'est important. Et généralement, nos étudiants ne créent pas leurs entreprises juste à la sortie de l'école. Comme on dit, il vaut mieux faire ses premières erreurs avec l'argent des autres. Mais après, pas mal d'entre eux créent également leur propre entreprise. Donc, voilà un petit peu les 3 éléments, vraiment brièvement, que l'on met en œuvre au niveau de nos écoles pour toujours avoir cette adéquation entre formation et monde de l'emploi. Maintenant, les différences entre système public et privé, donc LCI Éducation Afrique et les écoles qui la composent, nous sommes dans le système privé. Madame Bourkia, tout à l'heure, à juste titre, faisait la différence entre public et privé et public régulé ou pas. Eh bien, pour le public non régulé, Madame Bourkia l'a dit, évidemment que c'est très difficile, déjà tout simplement par le nombre, la masse. Travailler les soft skills lorsque l'établissement compte 3 000 ou 30 000 étudiants, ce n'est pas la même chose. Donc, c'est vrai que c'est plus difficile. Il faut opter pour d'autres méthodes et pour arriver à ce résultat-là. Et puis aussi, il faudrait aussi que dans le public, l'état d'esprit soit aussi là, peut-être donner suffisamment d'autonomie aux différents responsables d'université, les responsabiliser, mais en même temps leur demander des comptes, ce qu'on appelle accountability,
pour qu'ils puissent faire des choses à leur niveau local. En tout cas, je ne jette pas la pierre, bien évidemment, dans le privé ou le public régulé, comme disait à juste titre Madame Bourkia, nos effectifs sont moins grands et donc plus maîtrisables. Et donc, voilà pourquoi est-ce que le taux d'employabilité dépasse les 83% dans les 6 mois qui suivent la diplomation. Mais néanmoins, même dans le privé et avec un effectif d'à peu près 3000 étudiants dans LCI Afrique, eh bien, ce n'est pas chose facile. Et c'est vraiment un travail de longue haleine, c'est du quotidien et voilà, pour espérer avoir des résultats et puis des étudiants qui trouvent du travail et un travail adapté le plus rapidement possible. Voilà donc ce que j'avais à dire pour répondre à votre question. Merci beaucoup, Madame Benamour. Un propos très intéressant aussi. Et il faut noter que ce dont vous parlez, en fait, quand vous parlez des fondamentaux, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on maintient aussi une approche humaniste. On veut que les étudiants, les étudiantes deviennent des personnes autonomes et non pas nécessairement des automates. Des gens qui ont une capacité d'autonomie, un pouvoir d'agir et un pouvoir d'agir non seulement sur son propre milieu, mais aussi à l'intérieur d'une entreprise, par exemple. Et c'est une autre façon de parler d'un esprit entrepreneurial, mais un esprit entrepreneurial humaniste. Donc, qui sait lire, écrire, qui sait parler, qui a une culture générale. Donc, on revient toujours à ce que vous appelez effectivement des fondamentaux. Madame Pensari, vous êtes chef d'entreprise et étiez présidente des femmes chefs d'entreprise de France. Évidemment, en tant que témoin, comme vous le disiez tout à l'heure, votre point de vue est très important. Et nous avons plusieurs questions pour vous. Alors, quelle perception ont les employeurs des formations données dans les universités, notamment en France? Quel rôle jouent ou pourraient jouer les employeurs pour améliorer l'adéquation formation-emploi? Quelle est leur responsabilité en termes de formation en cours d'emploi pour combler justement les besoins spécifiques des entreprises? Donc, partage de responsabilités. Et pensez-vous que le système scolaire français prépare bien les jeunes pour devenir des entrepreneurs? Alors, à vous, Madame Pensari. Vaste sujet, hein. Il faudrait une journée complète pour faire toute cette analyse-là. Ce que je vais vous dire, c'est d'abord, il faut qu'on parte d'un constat. Le constat, c'est que ça ne fonctionne pas et qu'aujourd'hui, je parle de ma région, hein, parce que je ne suis pas experte de tout ce qui se passe en France, mais globalement, j'ai une vision. Il y a une adéquation entre nos besoins dans les entreprises et les formations qui sont faites. Nous, on travaille donc on est en PME, hein, donc entreprises qui recrutons beaucoup, comme le disait Madame Bourkia. Les grands groupes recrutent de moins en moins aujourd'hui, et c'est nos TPE et PME qui sont à la source de développement de l'emploi depuis déjà pas mal d'années. Et je pense qu'on a un modèle de recrutement dans nos PME qui ne sont pas celles des grands groupes, et que aujourd'hui, je vois quand j'ouvre un poste, j'ai des surqualifications incroyables et je ne peux pas prendre ces personnes parce qu'elles vont, enfin pour moi, en tous les cas, dans ma vision, elles vont s'ennuyer à très court terme, et donc je vais investir dans de la formation et de l'intégration dans l'entreprise pour des gens qui sont absolument surqualifiés. Quand je dis ça, c'est que je cherche parfois des niveaux bac plus 3, bac plus 4, et j'ai des bac plus 7 qui arrivent, mais en wagon. Et des formations très généralistes qui ne sont pas du tout en phase avec les compétences dont j'ai besoin, trop globales en fait. Donc, une fois qu'on a dit ça, on remonte, qu'est-ce qu'on peut faire ? Pour moi, déjà, il faut qu'on apprenne à se connaître. Déjà, sur l'université en soi, je suis diplômée d'université, donc je serais mal placée pour dire qu'il n'y a pas de compétences. Il y en a des magnifiques, sauf que le système n'est plus adapté. Les compétences universitaires, elles sont là, et il faut absolument miser dessus et se remettre en cause sur l'organisation, pour moi. Aujourd'hui,
on ne se connaît pas en fait. Ma vision, moi, c'est qu'on est plutôt en défiance entre le monde de l'entreprise et le monde de la formation et le monde universitaire. Ces deux blocs qui, pendant des années, se sont déployés un peu en parallèle et pas assez en interaction. Sauf qu'aujourd'hui, même si des choses sont faites, hein, je suis un peu clash parce que c'est la vision instantanée. Hein. Je veux pas être dans l'excès non plus. Mais quoi qu'il en soit, je pense qu'on est dans un monde qui est tellement différent de celui d'hier. Ça va tellement vite aujourd'hui, les évolutions. Je vous rappelle que 60% des compétences à 5 ans, on ne les connaît même pas aujourd'hui, pour vous dire à quel point il faut remettre en cause nos schémas de formation et à quel point on doit travailler ensemble et ne pas laisser ouvertes des filières qui ont zéro débouché. Et aujourd'hui, il y a aussi un engagement politique derrière tout ça. Enfin, ce n'est pas juste les universités et les employeurs qui sont en charge de cette stratégie. Il y a une volonté politique qui doit se positionner sur ça, qui est peut-être difficile à prendre, mais si on veut travailler objectivement à offrir des emplois à nos jeunes, c'est un passage absolument nécessaire. Et il faut qu'il y ait un croisement. Donc, je ne sais pas si les idées, enfin, je vous donnerai peut-être des idées après sur ce qu'on peut faire ou ce qu'on fait, nous, avec les femmes chefs d'entreprise. Voilà. Après, dans ma casquette femme chef d'entreprise, j'ai un sujet qui est vraiment très important pour moi sur le monde universitaire, c'est les stéréotypes. Il y a un vrai travail de fond à faire sur la place de la femme et la vision universitaire de l'école, même générale, hein, sur les stéréotypes. Aujourd'hui, on doit travailler ensemble. Les profs doivent être formés sur ce que c'est que les stéréotypes ordinaires de notre quotidien. Moi qui interviens beaucoup en milieu scolaire, c'est un vrai drame. La généralisation de ces sujets. Je vous donne un exemple très simple. Hein, un jeune garçon qui a une mauvaise note en maths, on va lui dire tu es mauvais en maths. Si une jeune fille a une mauvaise note en maths, on va dire les filles sont nulles en maths. Et cette généralisation d'un groupe comme ça, les filles sont nulles en maths, ça crée des situations où on va plus se projeter sur des univers professionnels et on va retrouver les problématiques dont on a parlé tout à l'heure avec des filières qui sont que masculines ou que féminines. Et ça, c'est un drame absolu pour moi parce que personne n'est nul en rien. Il faut aller au fond de soi, chercher ses compétences. Et pour terminer ma vision, par rapport à ce que disait Madame Benamour, où je m'y retrouvais vraiment, c'est de se dire, enfin moi, en tant que recruteur, ce qui m'intéresse, c'est la personnalité de la personne que j'ai en face de moi et sa curiosité, et ce n'est pas son diplôme, hein. Ça vient vraiment après. Et ce modèle-là, il faut qu'on l'ancre aussi dans le process de formation et de travailler avec les jeunes, qu'ils aient confiance en eux, qu'ils soient curieux. Ça, c'est aussi des très, très gros enjeux de nos processus de formation. Sans parler du management, hein, où beaucoup de filières travaillent la technique de leur métier, de leur univers, mais oublient beaucoup tous ces enjeux de management. Et là, on le voit encore plus fortement avec le Covid où le lien physique est rompu et il faut trouver d'autres moyens de garder du lien humain. Les jeunes sont vraiment en difficulté quand ils sont managers en sortie d'université ou de grandes écoles parce que dans des univers techniques, il leur manque vraiment des modèles et de la formation. Donc, il y a un vrai travail de croisement des dirigeants dans les universités et des profs dans les entreprises. Il faut vraiment qu'on puisse œuvrer en ce sens. Bien, merci beaucoup, Madame Pansieri. Je pense que vous avez
aborder des questions fondamentales pour l'avenir du marché du travail et c'est entre autres les rapports hommes-femmes, l'égalité de genre. Et on pourrait ajouter aussi à votre intervention tout l'enjeu de la réconciliation famille-travail. Hein? Et parce qu'on en a vu de très beaux exemples pendant la pandémie, c'est-à-dire des femmes, des hommes devant les écrans et les enfants qui jouent derrière. Alors, ça oblige les entrepreneurs, les établissements à prendre conscience qu'en travaillant justement avec des humains, on travaille avec des humains qui ont aussi des enfants qui sont en train de préparer de nouveaux humains pour la société. Il nous reste 5 minutes, alors je vais faire un dernier tour de table. Et évidemment, je viens de parler, de mentionner le mot COVID, pandémie. On est en train de penser, dans la sortie de cette crise, à ce que pourrait aussi avoir l'air le marché de l'emploi de demain. Avoir l'air la société post-COVID, qu'est-ce qu'on va maintenir dans ce qu'on vient de vivre dans la dernière année pour préparer justement l'université de demain, entre autres le télétravail, etc. Qu'est-ce qu'on doit retenir pour mieux préparer les jeunes à l'emploi? Rapidement, si vous aviez à identifier 1 ou 2 actions prioritaire et réalisable, hein, avec un haut quotient de faisabilité pour amener les universités à mieux préparer les jeunes à l'emploi. Qu'est-ce que vous suggéreriez? Je vais commencer par vous, Madame Pansery. Un peu ce que je vous ai dit, il faut que les entrepreneurs on continue d'aller dans les écoles pour parler aux jeunes de nos métiers. Il faut, moi, je reçois des professeurs tous les ans avec des groupes pour échanger sur nos enjeux, les évolutions des compétences dont on a besoin dans l'entreprise. Donc, voilà, pour matcher. Et par rapport à ce que disait Monsieur Tobin, je pense peut-être qu'il nous manque, c'est un observatoire des compétences de demain pour que nous, entrepreneurs, on puisse déposer un peu nos visions de ce que va être l'emploi dans nos entreprises déjà à 3 ans, parce que même nous, parfois, les choses vont tellement vite qu'on ne sait pas exactement vers quoi on va à 5 ans, 6 ans dans les compétences, tout se remet en cause. Et donc, voilà, peut-être de plus travailler sur vraiment à partir de l'entreprise et de l'emploi et de comment on prévoit les formations de demain pour qu'on ait enfin un coup d'avance et pas toujours courir après le train. Merci beaucoup. Madame Benamour. Oui, alors rapidement, effectivement, au risque de me répéter un peu, mais parce que j'y crois vraiment, si je devais donner quelques actions prioritaires, vraiment la première, c'est comme on ne sait pas de quoi est fait demain, et comme je ne sais plus qui d'entre vous l'a dit, les métiers de demain, nous ne les connaissons pas aujourd'hui. Si le cursus fait 4 ou 5 ans, et qui sont en première année, dans 5 ans, le monde sera différent. Donc, comme on ne peut pas, malgré tous les observatoires possibles et imaginables, tout prévoir à l'avance, la seule solution, c'est d'agir sur le cerveau des étudiants et de leur donner cette capacité d'apprendre à apprendre. C'est-à-dire que, quelle que soit la situation, qu'ils puissent avoir ce déclic dans leur cerveau de s'adapter, d'être agile. Donc, ça, ce n'est pas une matière, ce n'est pas technique, c'est vraiment, je ne sais pas comment le dire autrement, mais c'est cette capacité d'être agile et d'apprendre à apprendre. La deuxième, et ça concerne particulièrement mon pays, le Maroc, c'est plus classique, mais ça reste très important chez nous, c'est les langues. C'est les langues. On a un déficit en langue, en communication. Tout simplement, maîtriser déjà le français et l'anglais de la bonne manière, ça fait une sacrée différence dans un entretien de recrutement. Et puis, troisièmement, comme vous l'avez dit, Madame Pansery, et nous étions d'accord là-dessus, c'est le développement personnel de l'étudiant, c'est son épanouissement, c'est la construction de sa personnalité, et qu'on soit en e-learning, en physique, en hybride, en ce que vous voulez, on reste des êtres humains, et c'est ça qui fera la différence. Moi, j'ai été dans le secteur bancaire avant d'être dans les écoles pendant 8 ans, donc j'ai aussi eu l'occasion de recruter, j'ai eu la chance d'être des deux côtés. Eh bien, il n'y a pas photo
entre quelqu'un qui est à diplôme égal, on va dire, quelqu'un qui sait bien communiquer, qui est bien dans sa peau et qui parle correctement, qui a fait des projets, par rapport à quelqu'un qui est plus timide et qui ne parle pas bien et qui fait des fautes, à diplôme égal, il n'y a pas photo. Donc, on prend celui qui est plus épanoui, qui a plus de personnalité. Et malheureusement, c'est le plus difficile à travailler parce que ce ne sont pas des machines, ce sont des petits êtres humains qui rentrent timides et qu'il faut qu'on ressorte quelques années plus tard confiants et avec un certain épanouissement personnel et une personnalité, alors que parfois leur environnement, surtout dans nos pays émergents, ne facilite pas la tâche. Et ça, c'est un défi particulièrement dans nos pays d'Afrique du Nord que peut-être vous n'avez pas dans les pays dits développés. Voilà. Merci beaucoup. Monsieur Tobin. Oui, donc vraiment, je dirais, je suis entièrement d'accord avec Madame Moore en disant qu'apprendre à apprendre, c'est sûr, mais en même temps, il faut savoir quoi à apprendre, sinon, ça sera inutile. Donc, pour moi, il y a une nouvelle langue, entre guillemets, dans le marché du travail que le COVID a vraiment accéléré. Et donc, pour moi, il faut affiner cette nouvelle langue et d'inciter tous les partenaires dans le système d'utiliser cette nouvelle langue. Et c'est ça qui va être utile pour donner des jeunes de l'information de quoi à apprendre. Merci beaucoup. Madame Bourkia. Il y a d'abord ce qui a été dit, surtout par Madame Benamour, concernant ce qui cible ce que nous allons produire à travers notre formation, c'est-à-dire cet individu qui aura un diplôme. Je pense qu'il faut nous traversons une mutation importante. Disons, pas uniquement le Covid, mais tout ce que nous sommes en train de vivre avec la révolution, disons, technologique, avec le numérique, tout ça, fait que le paradigme de la transmission a changé. C'est-à-dire, on ne transmet plus, on ne va plus transmettre le savoir, la formation comme nous l'avons fait et de manière classique. Disons que nous formons un individu qui a des aptitudes et qui est capable, c'est-à-dire d'aller chercher, par exemple, l'information. Parce qu'aujourd'hui, le savoir, il existe. C'est-à-dire rien qu'à voir avec tout ce qu'il y a, les bibliothèques virtuelles. Donc, comment faire en sorte de faire de nos lauréats des lauréats qui ont la capacité et les aptitudes de manière à chercher, à s'adapter, avec des aptitudes, avec disons, j'utiliserai peut-être le terme compétences, des compétences combinées, c'est-à-dire qui sait faire la synthèse, qui dispose des capacités vraiment linguistiques, de communication, d'adaptation, d'autonomie, de responsabilisation. C'est tout un programme. C'est pas facile, mais c'est tout un programme. Ça veut dire que changer le paradigme de la formation lui-même au sein de nos universités. Parce que quand même, il y a un paradigme, disons, classique de transmission, où l'enseignant, il transmet le savoir. Aujourd'hui, je crois qu'il va falloir changer tout cela, et c'est pas facile. Et c'est pas en affichant quand même des slogans qu'il fallait ajouter quelques soft skills, M. Tobin l'a dit, ou ajouter qu'on va résoudre le problème. C'est tout un programme qui doit aussi se greffer sur une éducation dès le primaire, parce que l'autonomie, on ne l'acquiert pas du jour au lendemain. Bon, ça, il y a disons, une vision qui doit être globale aussi. Bon, et à partir de là, on peut toucher vraiment qu'est-ce qu'on veut produire. Deuxième chose, j'insisterai aussi que l'enseignement supérieur ou les universités doivent faire aussi un peu de l'inventaire. C'est-à-dire, parfois, on sait très bien qu'il y a, lorsqu'on parle insertion, qu'il y a des filières qui ne mènent nulle part. Mais pourtant, elles sont toujours là. Donc, il faut savoir faire l'inventaire de temps en temps
Et c'est lié, évidemment, à cette révolution, disons, qu'on pourrait engager au sein de la manière de former nos étudiants, les former pour le monde d'aujourd'hui, avec une grande mutation qui s'opère autour de nous, avec le Covid, avec toutes les mutations que connaît le monde aujourd'hui. Autre chose, c'est que pour les universités, par exemple, marocaines, ou les universités, disons, en général, en voie des pays en développement, c'est des universités qui forment aussi pour le local, pour le national, mais elles forment aussi parce qu'il y a la mobilité des compétences aujourd'hui. Donc, il y a cette mobilité qui fait perdre parfois à ces pays. Donc, comment peut-être profiter aussi de ces compétences, même qui partent ailleurs, de manière à avoir un travail collaboratif, par exemple, avec les universités, et c'est parce que la mobilité est irréversible. Bon, voilà un peu quelques disons, c'est surtout des approches qui sont aussi, qui nous amènent à réfléchir sur notre système, pas uniquement parce que ce n'est pas une recette de former pour aller directement à l'emploi. Je crois que c'est beaucoup plus profond que cela. Une dernière question de relance, Madame Pansery, vous qui êtes entrepreneur, qu'aimeriez-vous dire aussi aux entrepreneurs pour favoriser l'adéquation études-emploi? Votre micro, s'il vous plaît. L'enjeu, c'est de se mobiliser, nous, pour aller à la rencontre des professeurs. Il faut prendre du temps pour le faire et créer ce lien qui est absolument indispensable aujourd'hui. Nous, on fait des opérations, par exemple, avec les femmes chefs d'entreprise pour aussi ouvrir à l'enjeu de cette vision de l'entrepreneuriat féminin où une journée, on va dans les universités et dans les écoles et on reçoit les jeunes dans les chambres de commerce partout en France le même jour pour parler aux jeunes de ce qu'est l'entrepreneuriat féminin et le travail des femmes globalement. Et c'est absolument, enfin, c'est des moments de rencontres qui sont incroyables, de simplicité, d'échange avec les jeunes étudiants. Et ça les rend accessibles finalement à des métiers et à l'envie d'entreprendre. Et ça, pour ça, nous, on doit aller aussi à la rencontre des professeurs et des jeunes pour leur parler de nos besoins et qu'on puisse créer ce lien qui est absolument indispensable. Oui. Et peut-être aussi, ça permet aux étudiants aussi d'aménager leur CV, leur curriculum vitae aussi, pour que les employeurs puissent les lire. On a beaucoup travaillé sur ça. Et ce qui est aussi très intéressant, c'est d'y aller avec des salariés. Moi, j'aime bien recevoir aussi des jeunes ici et de faire parler des salariés qui ont évolué, peut-être même à partir d'apprentissage. Nous, dans l'industrie, moi, je suis très friande des apprentis parce que c'est des belles compétences tout de suite opérationnelles dans l'univers de l'industrie. Mais c'est des apprentis qui deviennent des directeurs de production et j'en ai un. Et c'est aussi des messages pour les jeunes et la formation. Hein. Par tous les bouts, il faut d'abord savoir ce qu'on a envie de faire, de ce qu'on aime soi-même. Et aujourd'hui, pour le coup, on a des opportunités qu'on n'avait pas à notre génération de pouvoir évoluer, changer de métier aussi tout au long de notre vie. Et ça, c'est vraiment des atouts majeur. Donc, il y a aussi des choses très positives qui sont faites dans l'éducation et dans l'évolution de la formation continue notamment. Merci beaucoup, M. Tobin. Vous aimeriez ajouter quelque chose? Ça va? Madame Benamour? Dernier mot, c'est beau, Madame? Madame Bourkia? Oui, moi j'ajouterais aussi peut-être parmi les, disons les recommandations que vous avez évoquées tout à l'heure, c'est-à-dire il faudrait aussi que le secteur économique
affiche bien ses besoins. Ben, je crois que M. Toby l'a mentionné tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on parle du déficit des lauréats, qu'ils ne maîtrisent pas ceci, mais on ne sait pas exactement quels sont les profils qui sont cherchés. Et effectivement, on sait que les compétences dont on a parlé, c'est les compétences dont on voudrait voir quand même le lauréat avoir. C'est-à-dire la question de l'autonomie, l'esprit critique, tout ça, c'est des compétences humaines qu'il faudrait avoir. Mais quels sont les profils que cherche exactement l'entreprise? Et ça, on n'affiche pas assez ces besoins, ou du moins dans notre contexte, les besoins ne sont pas évidemment affichés. Mais il y a un discours sur les lauréats qui ne maîtrisent pas les langues. Et effectivement, il y a ce problème. Mais quels sont les profils exactement? Et ça va aider les universités quand même à les orienter, pour qu'on ait cette adéquation, disons, formation-emploi. J'ajouterais juste un petit truc, parce qu'on n'a pas trop parlé de ça aujourd'hui, c'est que où tombe la responsabilité de développer les compétences? Parce qu'avant, tous nos systèmes qui étaient basés sur les diplômés, les qualifications, c'était évident. C'était des institutions postsecondaires. Mais là, depuis qu'on parle des compétences, c'est où la responsabilité? C'est avec les entreprises? Peut-être. C'est les individus? Peut-être. C'est les institutions? Et là, c'est là, en fait, où trouve le problème de la différence entre la demande et l'offre, parce que tout le monde est un peu comme ça. Ce n'est pas ma responsabilité. Hein? Je voudrais rajouter quelque chose également, finalement. C'est que, comme Madame Bourki l'a dit, effectivement, on est dans un changement de paradigme et encore plus post-pandémie. Et on a parlé d'apprendre à apprendre, Monsieur Tobin a dit apprendre quoi, etc. Mais tout ça ne se fait pas sans les professeurs. Et je pense qu'il y a un point important qu'on n'a pas abordé, c'est la formation des formateurs. Il est très important que l'on puisse aider nos professeurs qui ne sont pas forcément de la génération qui le fera plus facilement, de les aider à justement entrer dans ce nouveau paradigme avec ces nouvelles méthodes, cette nouvelle posture de l'enseignant qui est plus maintenant un animateur qu'un enseignant. On trouve tout, comme l'a dit Madame Bourquillade, dans les bibliothèques virtuelles, dans Google, etc. Donc, il ne s'agit plus de donner de l'info, mais il s'agit de donner la capacité de naviguer dans un torrent d'informations et de discerner la bonne info de la fausse. Et donc là, c'est des nouvelles choses, avec des nouvelles méthodes, sans compter le e-learning, l'ordinateur, tout ce qui va derrière. Donc, je pense qu'il y a un point important dont on n'a pas parlé, qui est l'enseignant et la formation des enseignants à tout cela. C'est très important. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Comme une bonne discussion finit toujours par l'identification de nouveaux sujets, eh bien, vous avez été de très, très bons élèves parce que non seulement le dialogue est entamé, mais on a réussi aussi à identifier des questions pour lesquelles il faut absolument poursuivre la réflexion, dont la question de la responsabilité, qui doit établir les compétences, qui doit former qui. Je pense que là, on a matière à poursuivre ce très beau dialogue qui a été entamé aujourd'hui. Pour dire le mot de la fin, le mot de conclusion, j'aimerais maintenant inviter M. Salim Dakache, qui est le recteur de l'Université Saint-Joseph de Beyrouth, à conclure la table ronde. Alors, Monsieur le recteur, la parole est à vous. Oui, merci. Merci. Je suis là pas simplement en tant que recteur de l'Université à Beyrouth, de l'Université Saint-Joseph de Beyrouth, mais aussi partenaire d'un projet important intitulé Compétences pour l'emploi au sein de la francophonie, qui est dirigé et animé par l'Université de Montréal,
concernant 4 universités qui sont partenaires dans ce projet, 2 libanaises, dont l'USJ et Balamand, et puis aussi 2 universités marocaines, Mohammed V à Rabat et Kader Ayad à Marrakech. Je voudrais vraiment remercier l'Université de Montréal d'avoir initié et porté maintenant ce projet qui actuellement peine à avancer à cause, disons, des problèmes de mobilité, puis le problème que nous vivons tous, la pandémie. Voilà, j'ai bien, disons, suivi religieusement, puisque je suis religieux aussi, les différentes interventions. Je retire, disons, de tout cela 4 ou 5 points pour moi qui sont importants de par mon expérience et de par ce que je viens d'écouter, qui était fort intéressant à tout point de vue. En premier, je voudrais dire que l'université est appelée tout le temps à se rénover, à se réadapter en fonction justement des besoins du marché, pas seulement du besoin du marché, parce qu'elle-même doit se réinventer afin de faire de ses diplômés, d'aider les diplômés à avoir vraiment les bonnes positions dans le monde de l'emploi. Et c'est pourquoi nous, par exemple, au niveau de notre université, il y a quelques années, il y a 5 ans, 7 ans, nous avons réécrit tous nos programmes qui étaient, disons, écrits dans le temps en fonction des objectifs, les objectifs des programmes qu'on connaît tous, pour passer justement, disons, à un autre registre, celui des qualifications, les compétences transversales, les compétences techniques pour chaque programme. Ça a été fait et ça a été accompagné aussi par tout un effort, et ça a été dit à la fin, c'est tout à fait vrai, par un effort de pédagogie universitaire. J'utilise le terme pédagogie universitaire parce que cette unité de pédagogie universitaire nous accompagne maintenant depuis 8 ans, 9 ans à peu près, et qui a vraiment su insuffler, justement, disons, à partir de cette lecture des programmes, un nouveau souffle qui a justement fait la promotion et a bien agencé ce couple études, formation et emploi. Ça, c'est un point, je pense, important à retenir pour nous et je pense pour toute université. Le second point, à propos, disons, des compétences, disons, d'aujourd'hui et de demain, je dirais qu'il y a, disons, 3 ou 4 compétences pour moi qui sont essentielles. Ça a été dit, les langues, la communication. Je pense que c'est quelque chose aujourd'hui, pour nous à l'université, quelque chose de nécessaire et de pertinent à faire. Il y a cet élément-là, communiquer oralement, communiquer par écrit, ça c'est quelque chose, et une multiplicité de langues, c'est quelque chose d'essentiel. On ne peut pas, disons, s'en passer aujourd'hui si on doit avoir vraiment, disons, un diplôme qui est de qualité, que je qualifierais justement, disons, de qualité. Ça, c'est un élément important. Là, le second élément, je pense, sur lequel on n'a pas été très, je pense, on ne l'a pas, disons, abordé comme il faut, c'est le numérique. Et justement, disons, aujourd'hui, un jeune, disons, un diplômé qui ne maîtrise pas comme il faut le numérique, l'outil, disons, jusqu'au point où il faut entrer, disons, au niveau software et hardware, etc., et avoir vraiment des capacités assez avancées dans ce domaine, c'est quelqu'un qui n'a pas vraiment, disons, abouti au niveau universitaire. Et moi, je qualifierais le diplôme qu'il a d'un diplôme qui n'est pas abouti. Donc, le numérique, surtout aujourd'hui, avec ce que nous vivons au niveau de nos universités un peu partout dans le monde, ça devient vraiment, disons, une nécessité que tout étudiant, mais aussi tout enseignant, on est en train, disons, de l'éprouver tous les jours, tout enseignant doit quand même, disons,
être capable de gérer des plateformes, d'assurer des examens, et tout cela demande vraiment du temps et aussi de l'investissement en ressources matérielles et humaines. Je pense que le numérique, ça devient vraiment quelque chose d'important, un outil important pour aujourd'hui et pour demain. L'université de demain, d'aujourd'hui et de demain n'est plus l'université d'hier, à travers, disons, cette maîtrise et cette place que le numérique occupe et va occuper. Voilà, disons, ça, c'est un élément. Le troisième point dans cet ordre de compétences, je pense que ça a été dit quelque part, c'est la polyvalence. Apprendre à apprendre, c'est vraiment donner la possibilité aux jeunes aujourd'hui d'être polyvalents, même s'ils sont techniciens dans un domaine déterminé, à travers les compétences transversales, être capable vraiment de se positionner. Et vient là un troisième point, c'est le poids que, disons, l'entrepreneuriat comme art et comme métier en lui-même, comme outil, est en train d'occuper dans nos universités. Il n'y a pas une formation dans une université, je pense, qui se respecte aujourd'hui, où il n'y a pas vraiment un cours sur l'entrepreneuriat. Ou bien s'il n'y a pas vraiment, disons, toute une formation, ou bien des concours, des activités, des lieux où on apprend à être entrepreneur, d'où le fait d'avoir des plateformes, des couveuses d'entreprises. Je pense que c'est quelque chose d'intéressant pour chaque université. Nous avons ici Beritech, qui est une plateforme qui a été fondée en l'an 2000, à l'occasion des 125 ans de l'université, et qui fait vraiment, disons, un très bon travail à ce niveau-là. Aider les jeunes à devenir des entrepreneurs, des créateurs, des innovateurs. Et on a vraiment une belle série de personnes, de projets et de personnes qui ont réussi dans ce domaine. Un quatrième point, peut-être sur lequel je voudrais, disons, insister aussi, c'est la dimension internationale du programme, du diplôme. Aujourd'hui, c'est un fait. Je pense que dans chaque pays maintenant, il y a une partie des diplômés qui qui travaille, bien sûr, disons, au niveau du local, mais même au niveau du local, on est international. On n'est pas simplement, disons, fermé sur nous-mêmes. Dans chaque entreprise, il y a une dimension internationale. Et que dire aussi de ces 50%, ça c'est le cas chez nous, des jeunes qui quittent le pays, et aujourd'hui avec les crises que nous vivons ici au Liban, il y a une majorité justement de diplômés qui est en train de nous quitter pour aller travailler ailleurs. Donc, leur diplôme les aide justement à travers leur maîtrise du numérique, leur polyvalence, la maîtrise des langues, anglais, français, arabe et parfois allemand ou espagnol. Donc, ils arrivent à se positionner à l'international, et c'est peut-être, disons, cette perte des cerveaux, cette migration des cerveaux de chez nous, c'est pas vraiment, disons, la bonne chose pour le Liban, mais en même temps, disons, c'est un fait. Le Liban est un petit pays qui n'arrive pas, disons, à faire travailler tous ses diplômés. Donc, il y a une bonne partie qui cherche ailleurs et qui, représente, disons, le Liban et l'enseignement supérieur, disons, à ce niveau-là. Je pense que j'ai tout repris, grosso modo, de ce que vous avez vous-même, disons, avancé. Il reste peut-être l'une ou l'autre idée, comme par exemple, aujourd'hui, il y a un problème, c'est que les jeunes veulent arriver vite et brûler les étapes. Et je pense l'une des qualités qu'il faudra les aider à avoir, c'est avoir la bonne méthode de travailler, avoir une méthode de travailler, ça a été dit. Il faut qu'ils soient disciplinés. Beaucoup de fois, ils sont indisciplinés. Ils arrivent de l'école indisciplinés. Donc, le rôle, quelque part, de l'université, c'est de les aider à patienter, à se former comme il faut, et bien sûr, disons, à vivre le temps de la liberté, qui est celui de l'université, et se réaliser comme il faut, réaliser ses aptitudes.
Je pense que là, les cours que nous donnons au niveau de... alors, l'insertion professionnelle, je termine par cela, n'est pas simplement, disons, une affaire, disons, qu'il faut former dès les premières années de l'engagement à l'université. Oui, il faut former, disons, dès le point de départ, l'étudiant à avoir, disons, ce souci de s'insérer professionnellement, mais c'est pour l'université, c'est quelque chose de très important, de nécessaire. C'est une mission d'aider l'étudiant à s'insérer professionnellement et être, à travers cela, en contact avec l'entreprise et apprendre de l'entreprise et dire quelque chose à l'entreprise. Je pense que c'est un lieu très important de confrontation aussi de nos programmes avec les besoins du marché, avec ce que désire, disons, l'entreprise afin d'assurer quand même ses missions et ses succès. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Merci beaucoup de m'avoir invité à ce panel, de m'avoir écouté. Merci. Linda, on vous entend pas. Madame Linda n'a pas ouvert son... voilà, elle va l'ouvrir. Alors, je disais, c'est la fin. Merci beaucoup, Monsieur le recteur. Merci à nos conférenciers, conférencières. Merci à nos distingués invités. Merci à nos participants, nos participantes. Ce fut un webinaire de très grande qualité. Ce fut un webinaire qui nous a permis vraiment de lancer un dialogue, études, emploi, entrepreneurs, enseignement supérieur, et un webinaire qui nous a permis aussi d'identifier des pistes de solutions très concrètes, tant sur le plan de la recherche que sur le plan très pratique, très concret. La part des entrepreneurs, on le sait, est très important. La part du marché de l'emploi, des responsables du marché de l'emploi est dorénavant de plus en plus important dans la compréhension de l'avenir aussi et dans la définition de l'avenir de l'enseignement supérieur. Et évidemment, le rôle des universitaires, le rôle des établissements d'enseignement supérieur demeure aussi tout à fait fondamental dans la formation des étudiants, des étudiantes et aussi dans la prise de décision. Ce qu'on a aujourd'hui, c'est peut-être l'ébauche d'un nouveau modèle, de nouvelles façons de travailler ensemble, parce qu'on le sait, on a souvent été en bloc, les universités d'un côté, le milieu de l'emploi de l'autre, parce qu'on formait des gens qui allaient faire avancer la connaissance. On forme toujours des gens pour faire avancer les connaissances, mais aussi des connaissances ancrées dans leur milieu. Hein? On mobilise des connaissances. Comme nous disait Thérèse Elhachem la semaine dernière de Beyrouth d'ailleurs, qu'il faut savoir devenir ensemble. Et aujourd'hui, on nous a dit qu'il fallait aussi apprendre à apprendre. Alors, ce sont de très belles formules pour préparer l'avenir. Alors, merci à vous tous et à vous toutes. En mon nom et avec mon collègue, je me joins à mon collègue Brahim Bourdaba pour vous remercier tous très sincèrement. L'OFE et l'AUF sont ravis d'avoir été... L'OFE a été initiatrice de ce projet, l'AUF a été collaboratrice. Nous sommes ravis de ce webinaire et nous vous souhaitons tous bonne fin de matinée, bonne fin d'après-midi et bonne soirée à vous tous. À la prochaine. Merci, au revoir.